Sans plus tarder, je vais passer la parole à Delphine Rack du pôle d'action économique de la douane de Franche-Comté qui va commencer son intervention. Delphine, je te laisse la parole. Merci à toi. Eh ben, merci Julien, je vais tout de suite partager mon écran et puis je vais pouvoir commencer l'intervention. Hop, j'espère que pour vous c'est tout bon. De mon côté, ça a l'air de fonctionner. Donc, j'introduis ce webinaire sur l'origine des marchandises avec le plan d'intervention. Donc, je ferai tout d'abord un rappel sur cette notion douanière d'origine des marchandises et puis je vous présenterai l'origine non préférentielle. Je passerai ensuite la parole à ma collègue Magali Benet. Donc, avant de débuter vraiment et de rentrer dans ces notions d'origine préférentielle et non préférentielle, il me semblait important de vous rappeler, de faire un petit rappel général sur cette notion d'origine en matière douanière. C'est une des 3 notions fondamentales à maîtriser pour vos opérations de dédouanement avec la nomenclature douanière qui permet de décrire la marchandise, c'est ce qu'on appelle aussi l'espèce tarifaire, et puis avec la valeur de la marchandise, la valeur douanière de la marchandise qui permet de déterminer l'assiette des droits de douane. Donc cette notion d'origine, c'est la 3e notion fondamentale qu'il convient de maîtriser lorsqu'on se lance dans les opérations de dédouanement. Donc tout d'abord, je vous rappelle que cette origine en matière douanière, bien, c'est une notion juridique. Elle diffère sensiblement de ce qu'on va désigner de l'origine dont on va parler dans le langage courant. Donc c'est vraiment une notion, une notion juridique qui est liée au lieu de fabrication, aux conditions de fabrication d'une marchandise. Donc en matière douanière, quand on parle d'origine, on renvoie vraiment au pays de fabrication et aux modalités de fabrication d'une marchandise. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'origine d'une marchandise en matière douanière et sa provenance. La provenance, c'est lié au flux physique d'une marchandise. Je vous donne un exemple. Vous allez acheter une marchandise à votre fournisseur allemand. Physiquement, la marchandise, elle va venir d'Allemagne, elle provient d'Allemagne. Ça ne va pas vouloir dire que cette marchandise, elle a été fabriquée en Allemagne. Donc son origine, ce ne sera pas nécessairement l'Allemagne. On peut tout à fait imaginer que votre fournisseur allemand, eh bien, il a acheté cette marchandise en Chine, il l'a importée, dédouanée en Allemagne, il l'a juste reconditionnée et il vous l'a revendue ensuite. Donc son origine de fabrication, son origine douanière dans ce cas-là, ça reste une origine chinoise. Elle provient d'Allemagne, mais son origine de fabrication, eh bien, ça reste la Chine. Donc, on ne confond pas l'origine et la provenance. Donc ça, c'est déjà extrêmement important d'être bien clair sur cette notion-là. Ensuite, il ne faut pas confondre non plus l'origine d'une marchandise et son statut douanier. Donc, qu'est-ce que le statut douanier d'une marchandise? Eh bien, c'est le fait qu'une marchandise qui est importée sur le territoire de l'Union européenne, elle acquitte les droits de douane à l'entrée dans l'Union européenne et elle circule ensuite librement. Imaginons qu'une marchandise soit importée par la France, elle paye les droits de douane à l'entrée en France une fois et une seule. Et une fois qu'elle a payé ses droits de douane, eh bien cette marchandise, elle peut circuler de la France à l'Allemagne, de la France à l'Italie. Elle circule librement sur le territoire communautaire sans devoir à nouveau payer les droits de douane lorsqu'elle va entrer en Allemagne ou lorsqu'elle va entrer en Italie, par exemple. Donc ça, c'est le statut douanier. Une fois qu'une marchandise est importée, qu'elle a payé les droits et taxes, eh bien, elle circule librement sur le territoire de l'Union européenne. En revanche, elle ne change pas d'origine. Dans l'exemple que je vous donnais, une marchandise chinoise qui vient en France, elle est importée, elle paye les droits et taxes en France, elle circule librement sur le territoire de l'Union européenne. Toutefois, son origine de fabrication, s'il n'y a aucune transformation ultérieure de cette marchandise chinoise, eh bien, son origine de fabrication, elle restera chinoise. Elle circulera de la France à l'Allemagne. Si elle n'est pas transformée préalablement, eh bien, son origine de fabrication, son origine douanière, ça reste une origine chinoise, quand bien même cette marchandise a payé les droits de douane. Le fait de payer les droits de douane à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne, ça ne donne pas une origine Union européenne à une marchandise. Donc, il faut être bien clair sur cette définition de l'origine douanière des marchandises.
Donc, c'est ce que je vous disais en préambule, hein, l'origine douanière d'une marchandise, c'est lié à son lieu de fabrication. Et là où ça se complique un peu en matière douanière, c'est qu'on va avoir deux origines. On va avoir une origine non préférentielle et une origine préférentielle. Alors, dans les deux cas, on va déterminer un lieu, une zone de fabrication d'une marchandise. Simplement, eh bien, on ne va pas regarder les mêmes règles pour déterminer où est fabriquée une marchandise. En origine non préférentielle, on va se référer aux règles communautaires qui figurent dans le Code des douanes de l'Union et dans ses actes délégués ou sous forme d'avis sur le site Europa. Dans tous les cas, ce sont des règles communautaires qui déterminent l'origine non préférentielle d'une marchandise. Et puis, en origine préférentielle, on va regarder d'autres règles qui sont les règles qui figurent dans les accords de libre-échange que l'Union européenne a signés avec certains pays partenaires. Donc, dans tous les cas, on détermine un pays de fabrication. C'est juste la différence entre les deux. Elles n'ont pas les mêmes finalités, mais la différence fondamentale, c'est que, eh bien, on ne va pas avoir les mêmes règles, on ne va pas avoir les mêmes bases juridiques. Donc, pour vous détailler un petit peu pourquoi on est amené à avoir ces deux notions d'origine, tout d'abord, l'origine non préférentielle, c'est l'origine de droit commun. C'est la nationalité d'une marchandise. C'est obligatoire de déterminer où est fabriquée une marchandise, de déterminer son pays de fabrication. Hein, je vous le disais, c'est une notion fondamentale sur la déclaration en douane et c'est cette notion d'origine non préférentielle. Il nous est demandé, il vous est demandé à vous, importateur, exportateur, de préciser sur la déclaration en douane le pays d'origine de la marchandise et ça fait référence à l'origine non préférentielle de cette marchandise. À quoi ça sert de déterminer cette origine non préférentielle ? Eh bien, ça va permettre de déterminer si des mesures particulières, des mesures de contrôle du commerce extérieur s'appliquent sur vos marchandises, par exemple. Exemple tout récent que j'ai connu, une entreprise qui importe des vélos électriques en provenance de Taïwan, eh bien, elle a eu un contrôle et on a remis en question l'origine non préférentielle de sa marchandise, puisqu'en fait, si elle avait un peu mieux fiabilisé son origine non préférentielle, elle n'aurait pas eu ce contrôle, puisqu'en fait, il existe des droits anti-dumping qui s'appliquent sur les vélos électriques en provenance de Chine. Et donc là, il a eu un contrôle, sa marchandise a été bloquée un bon moment, le temps qu'elle justifie cette origine non préférentielle d'une marchandise, puisque potentiellement, il y avait des droits anti-dumping et le service des douanes a voulu investiguer et contrôler davantage cette origine. Donc vraiment, cette origine non préférentielle, elle détermine si des mesures de contrôle, si des taxations supplémentaires s'appliquent aux marchandises lors de l'importation. Donc c'est important de déterminer cette origine et de la fiabiliser. Je vous en dirai quelques mots en toute fin de cette présentation. Donc toutes les mesures de suivi sont liées, toutes les mesures de contrôle, toutes les taxations sont liées à cette notion d'origine non préférentielle. Et puis pour aller un petit peu plus loin aussi, côté français, eh bien, les règles d'origine non préférentielle sont les règles qui vous permettent de déterminer si vous pouvez apposer un marquage Made in France sur vos marchandises. Donc c'est une notion qui est extrêmement importante. Et puis à côté de cette origine non préférentielle, eh bien, on a l'origine préférentielle qui découle, elle, des accords de libre-échange que signe l'Union européenne avec certains pays partenaires. Donc, les accords de libre-échange, l'Union européenne n'en signe pas avec tous les pays. C'est donc une origine qui n'existe que parce que ces accords existent. Donc, elle n'existe pas avec tous les pays. C'est pour ça qu'on parle d'une origine qui est facultative, qui n'est pas déterminée systématiquement, contrairement à l'origine non préférentielle. Et cette origine préférentielle, elle vous permet de bénéficier d'une réduction ou d'une exemption de droits de douane dans le pays de destination. Donc cette partie-là, Magali vous en dira un petit peu plus à l'issue de ma présentation. Donc pour synthétiser, une marchandise possède toujours une origine non préférentielle, c'est sa nationalité, c'est ce qu'on appelle l'origine de droit commun. On la détermine dans tous les cas et en complément de cette origine
non préférentielle, eh bien, on peut avoir une origine préférentielle qui découle des accords de libre-échange conclus par l'Union européenne. Et dans tous les cas, on ne va pas examiner les mêmes règles juridiques pour déterminer, dans un cas, l'origine non préférentielle et dans un autre cas, l'origine préférentielle. Donc voilà, bien se rappeler qu'on détermine dans tous les cas un pays de fabrication, une zone de fabrication, mais qu'on ne regarde pas les mêmes règles selon qu'on est en origine non préférentielle ou en origine préférentielle. Donc voilà, pour ce rappel, vous aurez le diaporama pour relire un petit peu tout ce que je viens de vous dire à tête reposée. Et donc, je vais enchaîner du coup sur l'origine non préférentielle. Donc ici, l'origine de droit commun, on détermine la nationalité de la marchandise. Donc, pour rappel, hein, cette origine non préférentielle, elle ne permet pas de bénéficier de droits de douane réduits dans le pays de destination. Si vous indiquez une origine France pour votre marchandise, eh bien, elle ne va pas bénéficier d'une réduction de droits de douane, hein. Pour cela, il faudra déterminer son origine préférentielle. Hein, donc là, en origine non préférentielle, ça ne permet pas d'avoir une réduction de droits de douane. Soyons bien clairs. Donc ces règles d'origine non préférentielle, je vous le disais en introduction, hein, ce sont des règles communautaires qui sont élaborées par la Commission européenne. Certaines de ces règles sont présentes dans le Code des douanes de l'Union. Elles ont donc une force juridique contraignante. Et puis, d'autres règles n'ont pas été intégrées encore dans le Code des douanes de l'Union. Elles sont simplement publiées sous forme d'avis sur le site de la Commission européenne, sur le site Europa. Mais dans tous les cas, voilà, on va parler globalement, hein, dans mon développement, je parlerai des règles communautaires. Ça voudra dire soit les règles du Code des douanes, soit pour les produits qui ne sont pas repris dans le Code des douanes, eh bien les règles qui sont publiées sur le site Europa. Alors, il n'y a pas d'harmonisation mondiale des règles d'origine non préférentielles. Chaque pays dans le monde dispose de ses propres règles. L'harmonisation, les discussions sont en cours pour harmoniser ces règles d'origine. Simplement, vous imaginez bien que dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, on a quelques 200 pays, enfin pas tout à fait 200, mais une discussion à 200 pays, c'est extrêmement compliqué, extrêmement long. Donc, je ne sais pas si ces discussions aboutiront un jour. En tout cas, voilà, il n'y a pas d'harmonisation au niveau mondial et en Europe, on adopte les règles du Code des douanes. Et donc, pour la France, les règles du marquage Made in France, eh bien, ce sont ces règles communautaires de détermination de l'origine non préférentielle qui s'appliquent. Donc, vraiment, un enjeu important aussi pour vous, si vous voulez certifier une origine France pour vos marchandises, apposer un marquage Made in, eh bien, ce sont ces règles du Code des douanes de l'Union qui s'appliquent. Et donc, en tant que douanier, en tant que cellule conseil, nous sommes là aussi pour vous accompagner pour ce marquage Made in France. Et puis donc, je vous dis quelques mots sur les outils qui sont à votre disposition pour comprendre, pour analyser ces règles d'origine non préférentielles. Pour un marquage Made in France, vous avez la possibilité de solliciter une IMF, une information sur le Made in France, auprès de la Direction générale des douanes. C'est gratuit. La Direction générale vous donne un avis sur la possibilité de marquer Made in France sur vos produits. Donc, ça fiabilise du coup votre marquage Made in. Et puis, à l'importation, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'exemple de mes vélos électriques, qu'on soupçonnait d'être des vélos électriques chinois. Eh bien, si vous voulez fiabiliser au maximum vos importations, que certains pays sont soumis à des droits anti-dumping, eh bien, n'hésitez pas à solliciter cette fois un renseignement contraignant sur l'origine pour fiabiliser l'origine non préférentielle à l'importation et éviter des contrôles, des investigations qui viendraient du coup retarder l'importation de votre marchandise et même aboutir à l'application de droits anti-dumping qui peuvent aller jusqu'à une trentaine de pourcents, voire 60% dans certains cas. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ces informations-là, sur cette thématique-là. Aussi bien moi que Magali, nous sommes là pour vous aider sur ces questions.
Donc pour détailler un petit peu plus, cette fois, ces règles d'origine non préférentielle, donc si un seul pays est impliqué dans la fabrication d'un produit, eh bien, on dit alors que ce produit est entièrement obtenu et dans ce cas-là, eh bien, on ne s'interroge pas longtemps sur l'origine non préférentielle, hein. Dès lors qu'un produit est entièrement obtenu dans un seul pays, eh bien, il a l'origine de fabrication, l'origine non préférentielle de ce pays. Alors, la liste des produits entièrement obtenus, elle est énumérée par le Code des douanes de l'Union. Donc, ça désigne globalement, hein, les produits du sol et du sous-sol et les produits qui sont fabriqués exclusivement à partir de ces produits du sol et du sous-sol. Donc, je vous ai illustré ça avec quelques photos. Vous avez des animaux. Les animaux qui sont nés, élevés, abattus en France, eh bien, ils vont être originaires de France. Les pommes qui poussent, qui sont récoltées en France, eh bien, et le jus de pomme qui va être produit en France, il sera originaire de France. Le sel qui va être extrait du sol en France, eh bien, sera origine France. Et puis le blé qui pousse, qui est récolté en France, la farine qui est produite à partir de ce blé, eh bien, aura une origine française. Donc là, tout va bien, hein. Si votre produit est dans ce cas-là, vous vous interrogez, vous ne passez pas beaucoup de temps à vous interroger sur son origine. Là où vous allez, où ça va être un petit peu plus compliqué, où il y aura un petit peu plus d'investigation à mener, c'est dans le cas où plusieurs pays interviennent dans la fabrication du produit. C'est-à-dire si vous fabriquez une marchandise à partir de matières premières, de composants qui ne vont pas venir de France. C'est vraiment dans ce cas-là que vous allez devoir regarder les règles communautaires pour déterminer l'origine, pour déterminer le pays de fabrication de votre marchandise. Donc, pour déterminer cette origine de fabrication, je vous disais que c'est une origine qu'on détermine dans tous les cas. Il faut absolument déterminer l'origine de fabrication. Donc, dans un premier temps, on applique ce qu'on appelle une règle primaire. Donc, c'est la règle qu'on va trouver dans le Code des douanes de l'Union ou sous forme d'avis sur le site Europa, hein, selon le code douanier de notre marchandise. C'est ce qu'on appelle la règle primaire. Et lorsque cette règle primaire n'est pas remplie, lorsqu'on n'arrive pas à la remplir, eh bien, on appliquera des règles qu'on appelle des règles résiduelles pour déterminer dans tous les cas l'origine de fabrication. Alors, la règle résiduelle, forcément, elle sera beaucoup plus arbitraire. Dans la plupart des cas, la règle résiduelle ultime qu'on applique, ça va être la règle qu'on appelle de la majeure partie. Donc, ça veut dire qu'on va donner l'origine, on va déterminer le pays de fabrication en fonction du pays qui a apporté la plus forte valeur, par exemple. Hein, dans le cas d'un bijou, eh bien, on imagine qu'on va avoir une chaîne en or et puis peut-être un diamant. Eh bien, le diamant aura la plus forte valeur et le bijou, du coup, aura l'origine du diamant, hein, Afrique du Sud, par exemple. Donc, on arrive à cette règle ultime qui va être évidemment très arbitraire, mais parce qu'il faut dans tous les cas déterminer un pays de fabrication. Donc, pour revenir sur ces règles, d'abord sur les règles primaires, eh bien, ces règles primaires, elles viennent nous dire que la marchandise, elle sera originaire du pays où a lieu la dernière transformation substantielle. Et pour matérialiser la transformation qui est effectuée dans le dernier pays de fabrication, eh bien, il faut examiner la règle en fonction du code douanier de la marchandise. Et cette règle, ben, selon le code douanier, ça va être soit un changement de code douanier pour matérialiser cette transformation. C'est-à-dire qu'on va avoir, il faut que les produits utilisés, les produits tiers qui vont être utilisés pour fabriquer notre marchandise en France, eh bien, il faudra que ces composants, ces matières premières importées, eh bien, elles aient un code douanier différent de celui du produit fini. Je vous donne un exemple. Vous fabriquez en France un sac à main en cuir. Le sac à main en cuir, il est classé au code 4202. Vous fabriquez en France à partir de cuir de veau qui vient d'Italie. Ce cuir de veau, il est classé au chapitre 41. Vous rajoutez des éléments de fixation comme des fermetures éclairs qui sont classés au chapitre 96. Donc, on a bien des matières qui ne sont pas françaises. Le cuir italien
la fermeture est claire, on va dire qu'elle vient de Chine, eh bien, vous avez votre produit fini qui est classé au chapitre 42. Donc là, on a bien un changement de code douanier entre les composants importés et puis le produit fini. Et donc là, on a bien une transformation substantielle du coup qui est effectuée, puisque la règle est respectée. Et du coup, notre sac à main, eh bien, il aura une origine France. Excuse-moi Oui, Delphine, j'ai une petite question. Je oui. te coupe juste parce que c'est vraiment très important cette notion de valeur, de plus forte valeur et de transformation finale. Là, on est bien d'accord que ce qui va l'emporter, c'est la valeur, c'est-à-dire c'est l'estimation financière du produit. Ça n'est pas sur les différentes formes de valeur ajoutée qui vont être apportées au produit. Dans ton cas, on a plusieurs matières qui proviennent de pays différents. Si au final la valeur du sac en question, elle n'est pas représentée, par exemple, par le cuir, mais par le travail à façon qui fait la majeure partie du prix, c'est bien là où le travail à façon va être réalisé qui emporte l'origine, ou pas. Alors, ça dépend, hein. Dans le cas du sac à main en cuir qui est classé au 4202, la règle de transformation, c'est, le changement de position tarifaire. C'est pas une règle de valeur ajoutée. D'accord, C'est d'accord, vraiment une règle de changement d'accord. de position tarifaire. Là, dans ce cas-là, on s'occupe absolument pas de la valeur des composants ni du produit fini. Très Par bien. contre, pour d'autres types de marchandises, on va avoir cette fois, une règle, de valeur ajoutée. Où là, cette fois, il faudra vraiment que la valeur ajoutée qui sera effectuée en France, eh bien, que cette valeur ajoutée dépasse un certain pourcentage. On ne t'entend plus, Delphine. On ne t'entend pas. Non, Delphine, on n'a pas le son. Mon micro a été désactivé, je ne sais pas par qui. Parfait. Non, Je ne c'est sais moi pas. qui pourrais les activer, mais je ne l'ai pas fait. D'accord. En Bon, revanche, bah, on écoute. a un participant qui a laissé sa caméra. Audrey Fleury, ce serait parfait si vous pouviez couper votre caméra. Merci beaucoup. Oui, et ne désactivez pas mon micro, qui que ce soit. Soyez gentil. Alors, en principe, il n'y a que moi qui peux le faire. Ça, c'est un. Bon. Ouais, Alors Madame Fleury, voilà, micro et caméra, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, en fait, c'est lié aussi au code douanier. En fonction de l'appartenance. On n'a pas ton micro, Delphine. je suis bien désolée. C'est tout bon? C'est parfait. Voilà, donc ne touchez à rien s'il vous plaît, parce que sinon vous désactivez mon micro. Alors, je me remets en mode plein écran. Voilà, Donc, c'est lié donc effectivement aussi au code douanier qui, en fonction du code et de l'appartenance du produit, on va regarder la partie euh, valeur ajoutée, transformation et ou valeur financière, économique en fait du produit. ouais, c'est ça. D'accord. Donc c'est vraiment en fonction du code, douanier de la marchandise, hein, que, la règle va nous dire si on demande un changement de code douanier ou, un certain pourcentage de valeur ajoutée à dépasser en France dans le cadre de la fabrication pour avoir une origine France. Très bien, Hein, merci. donc cette logique-là, vous l'avez en origine non préférentielle, on l'a aussi en origine préférentielle, hein, mais voilà, à chaque fois, c'était pas la même finalité. La logique, juridique, pour déterminer l'origine des marchandises, vous allez, on peut la recopier, dans les 2 cas, hein. Simplement la règle sera pas la même. Pour votre produit, eh bien, il faudra vraiment regarder si vous voulez déterminer l'origine non préférentielle, si vous voulez déterminer le made in France d'une marchandise, faudra aller regarder le code des douanes de l'Union et ses annexes ou les avis de l'Union européenne. Donc, les règles principales, c'est le changement de code douanier, règle de valeur ajoutée. Quelquefois, ça se combine. On peut avoir le choix, soit un changement de code douanier, soit une règle de valeur ajoutée. Donc là, c'est beaucoup plus souple dans ce cas-là. Et puis sinon, dernière règle de transformation,
Pour certains types de marchandises, notamment dans le secteur textile, ça va être une règle de transformation spécifique. Par exemple, pour la fabrication de certains vêtements, eh bien, la règle, ça va être d'effectuer, par exemple, une confection complète en France. Confection complète, la définition, elle est donnée dans le Code des douanes de l'Union. Globalement, ça veut dire que toutes les opérations qui interviennent après le découpage du tissu doivent être faites en France. Donc, en gros, voilà comment se détermine l'origine non préférentielle d'une marchandise lorsque vous incorporez des marchandises qui ne proviennent pas de France, qui sont importées. Donc voilà, en gros, la logique de détermination de l'origine non préférentielle d'une marchandise. Donc, du coup, c'est ce que je vous disais, hein, on applique dans un premier temps la règle primaire, si la règle primaire n'est pas remplie. Hein, pour reprendre l'exemple du sac à main où on demande un changement de position tarifaire, eh bien, imaginons que on n'importe finalement pas du cuir d'Italie qui est classé au chapitre 41, mais qu'on achète du cuir déjà découpé en forme de sac à main en Italie, qui serait déjà classé au chapitre 42, eh bien dans ce cas-là, on ne remplirait pas la règle primaire en France, puisque notre matière première utilisée, notre découpe de cuir serait déjà classée au chapitre 42, elle aurait le même code que le produit fini. Donc du coup, cette règle primaire ne serait pas remplie, eh bien on appliquerait alors les règles résiduelles. Donc qui sont toujours beaucoup plus arbitraires que la règle primaire. Donc voilà la logique d'analyse de cette origine non préférentielle, l'analyse des règles qui figurent dans le Code des douanes de l'Union et dans ses actes délégués. Je vous dis quelques mots de ce que le Code des douanes qualifie d'opération minimale. Donc, il y a une liste qui est définie à l'article 34 du Code des douanes de l'Union et qui précise que certaines opérations ne permettent pas de donner une origine non préférentielle au dernier pays de fabrication, puisqu'elles sont considérées comme trop simples pour permettre de donner une origine. Et je vous ai illustré ça par un exemple. On imagine qu'on importe de Chine des parties de stylo bille. Hein, vous voyez, c'est un stylo bille qui est présenté non monté. Et puis, en fait, vous effectuez en France l'assemblage de ce stylo et vous formez un stylo complet. Eh bien, dans ce cas-là, le Code des douanes de l'Union nous dit que l'assemblage, une simple opération d'assemblage, on imagine bien, hein, là, on vient monter les différentes parties du stylo, eh bien que cette opération-là est considérée comme une opération minimale. Elle ne permet pas d'acquérir une origine non préférentielle France pour votre stylo. Donc, parmi ces opérations minimales, hein, on trouve les opérations d'assemblage, on trouve les opérations de conditionnement, on trouve la position d'un logo, d'une étiquette, d'une broderie sur un produit. Eh bien, cette opération-là est considérée comme trop simple. Elle ne permet pas d'acquérir l'origine. Donc, dans ce cas-là, eh bien, votre stylo, dans l'exemple qu'on a à l'écran, eh bien, le stylo, il reste chinois. Même si l'opération effectuée en France représente un coût de main-d'œuvre important, eh bien, ça ne suffit pas. Hein, l'opération reste une opération minimale. Donc, quand vous C'est avez ça, un Delphine, doute, où je voulais en venir quand je te posais la question, qu'on ait bien ça en tête, hein. Même si effectivement la valeur de la transformation substantielle qui serait réalisée en France serait supérieure dans le cadre du prix de vente du stylo aux ouais. parties qui viennent de Chine, Mm, mm. c'est chinois et c'est pas français. Ouais, tout à fait. C'est vrai que là, notamment sur la France, hein, on sait très bien que certaines opérations, même si elles sont relativement simples, elles peuvent représenter un coût de main-d'œuvre assez important et représenter une part importante du prix de vente du produit. Eh bien, ces opérations-là, vraiment, faut pas penser au coût de main-d'œuvre. Il faut vraiment se baser sur la règle d'origine, l'analyser vraiment de façon très simple et très claire. Et là, voilà, si c'est une opération minimale, elle ne suffira pas, même si elle représente un coût important, à donner une origine de fabrication France à un produit chinois. Donc, ces opérations minimales, hein, il y a une liste qui est précisément définie, qui figure dans le Code des douanes. Vous aurez les références à la fin de cette présentation. Un petit exemple d'analyse des règles d'origine, une fabrication de sucre blanc en morceaux.
pour lequel on utilise des betteraves à sucre qui viennent de Belgique. Je vous ai repris le code douanier, donc les 4 premiers chiffres 1212, le coût de ces betteraves 300 €. Et puis ces betteraves, on les importe en France, enfin on les fait venir en France, on les transforme en sucre et puis on moule ce sucre pour en faire des petits morceaux. Donc, le sucre blanc en morceaux, il est classé au chapitre 17. Et puis, le prix des parusines de notre sucre, ça sera 2000 €, hein, une grosse cargaison de sucre. On s'interroge, est-ce que, même en utilisant des betteraves à sucre belges, finalement, est-ce que notre sucre peut tout de même prétendre avoir le Made in France? Donc, on analyse les règles d'origine. Est-ce que ce sucre est entièrement obtenu? Donc, non, puisqu'on a acheté nos betteraves en Belgique. Elles ont été récoltées en Belgique. On regarde ensuite si la règle d'origine figure dans le Code des douanes de l'Union, enfin dans son règlement délégué. Donc, oui. Je vous ai mis l'extrait du coup du règlement délégué du Code des douanes de l'Union. Et vous voyez, je voulais entourer la règle primaire en orange, là, c'est CC, ça veut dire changement de chapitre. Donc, ça veut dire que il doit y avoir un changement de chapitre tarifaire entre la matière première utilisée et puis le produit fini, qui est classé au chapitre 17. Donc, on a effectivement utilisé des betteraves du chapitre 12. La règle primaire, elle est remplie, puisqu'on a bien un changement de chapitre entre la betterave utilisée, chapitre 12, et puis notre sucre, classé au chapitre 17. La transformation va bien au-delà des opérations minimales, hein, puisque on est passé de la betterave à du sucre en morceaux. Il y a des opérations qui ont été techniques, c'est pas du simple reconditionnement, c'est pas du simple assemblage. Donc effectivement, eh bien, nos betteraves, elles auront du coup l'origine France. Enfin, notre sucre, il aura l'origine France. Donc voilà un exemple, c'est évidemment un exemple relativement simple. Je ne vous cache pas qu'on a des cas où l'analyse est beaucoup plus complexe, mais on est là pour vous accompagner, donc aussi bien moi que Magali. Et puis reste effectivement la possibilité d'obtenir soit l'information sur le Made in France, si vous voulez apposer un marquage Made in, soit un renseignement contraignant sur l'origine, si vous voulez, si c'est une marchandise que vous souhaitez importer. Donc vraiment, la logique, s'assurer du code douanier du produit dans un premier temps, puisque vous voyez que les règles d'origine non préférentielle, elles sont déterminées en fonction des 4 premiers chiffres, ce qu'on appelle le SH4, les 4 premiers chiffres du code douanier. Donc, si vous avez un mauvais code douanier dès le départ, vous ne regardez pas la bonne règle d'origine et vous risquez de faire une erreur. Donc, vraiment, fiabilisez dans un premier temps le code douanier de votre marchandise. Ensuite, vérifier s'il est repris dans le Code des douanes de l'Union ou dans le Code des douanes de l'Union. Est-ce que la transformation est super? Delphine, quelqu'un a coupé ton micro, on ne t'entend plus. Donc vraiment, c'est un peu... Voilà, donc je pense qu'on m'entend. C'est tout bon? Est-ce que c'est bon? C'est bon, Delphine, on t'entend. Merci. Merci, C'est Max. parfait, Delphine, on t'entend impeccable. Du coup, alors je vous disais, s'assurer du code douanier, ensuite aller chercher la règle d'origine non préférentielle, donc soit dans le code des douanes de l'Union, soit si c'est pas dans le code des douanes de l'Union, eh bien aller rechercher sur le site Europa la règle énoncée pour le SH4, et puis ensuite s'assurer que la transformation qui est effectuée en France, eh bien ce n'est pas une opération minimale, et puis une fois que vous avez fait cette analyse-là, eh bien vous pouvez déterminer l'origine non préférentielle de votre marchandise. Donc voilà pour cette présentation de l'origine non préférentielle. Je vais tout de suite passer la parole à Magali qui va vous parler cette fois de l'origine préférentielle. Je ne suis pas forcément rentrée dans le détail, Magali non plus. C'est une première... on va dire, c'est une première introduction à cette notion d'origine. N'hésitez pas à nous recontacter hein, si vous souhaitez creuser un petit peu plus cette notion. Non, mais c'est très bien, Delphine. Et ça suscite déjà quelques questions de la part des participants, questions auxquelles on répondra juste après l'intervention de Magali Benet. Magali, je te laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Je vais juste demander à Julien
D'abord, si vous m'entendez bien et si Très bien. vous avez bien à l'écran la présentation. C'est parfait. Tout va bien. La présentation est à l'écran et on t'entend très bien. Donc, moi, je suis Magali Benet, hein, donc je suis cellule conseil à la direction des douanes de Dijon. Et donc, on a souhaité faire ce diaporama et donc ajouter quelque chose sur l'origine préférentielle parce que avec l'arrivée du Brexit, on a été énormément sollicité sur cette notion d'origine et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait quand même voilà, beaucoup de questions sur cette notion d'origine préférentielle. Alors, concrètement, Delphine vous a présenté l'origine préférentielle, non préférentielle, pardon. Ça ne va pas être très, très différent parce que l'origine préférentielle, elle est déterminée par des règles qui, quelque part, sont un peu calquées sur ce que l'on pratique dans les codes des douanes de l'Union. Alors, l'origine préférentielle, Delphine vous en a parlé, c'est une origine qui n'est pas systématiquement utilisée, systématiquement revendiquée, et surtout c'est une origine qui n'existe pas toujours parce que pour avoir une origine préférentielle, il faut d'abord préalablement qu'il existe un accord de libre-échange entre l'Union européenne et un pays partenaire. Et cette origine, elle n'aura pour seul intérêt que de vous permettre de faire bénéficier votre client ou vous faire bénéficier vous à l'importation de droits réduits ou de droits nuls. Ça, c'est la première chose. Alors, on vous a mis un petit panorama des accords de libre-échange que l'Union européenne a signés. Donc, concrètement, cette origine préférentielle, vous ne pouvez l'utiliser que dans le cadre des accords qui sont repris sur cette page. Donc, vous voyez que les accords signés par l'Union européenne sont quand même relativement nombreux. Ils couvrent quasiment tous les continents, Juste une petite précision. Ce que vous voyez en violet clair, c'est un accord de type unilatéral que l'Union européenne a accordé aux pays les moins avancés ou les moins développés. Donc, dans ces pays-là, les fabricants ont la possibilité d'importer dans l'Union européenne en bénéficiant de droits réduits ou nuls. Par contre, la réciproque n'est pas vraie, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer à destination de l'Inde, par exemple, en sollicitant à l'arrivée dans le pays une origine préférentielle. Ça ne marche que dans un sens. Par contre, pour tous les autres pays qui sont en couleur, le Canada, par exemple, les pays du Maghreb, l'utilisation de l'origine préférentielle, elle est valable de manière réciproque. C'est-à-dire que vous pouvez, à l'exportation au Canada, faire bénéficier votre client de droit zéro à l'importation. Et votre fournisseur canadien qui vous envoie des marchandises dont l'origine préférentielle est canadienne pourra également vous permettre d'avoir des droits zéro lorsque le produit bénéficie d'une origine préférentielle Canada. Alors, la liste des accords, donc vous les avez sur la carte, mais vous les avez également disponibles sur le site internet de la douane. Vous allez pouvoir trouver l'ensemble des pays qui ont signé des accords de partenariat avec l'Union européenne. Alors, c'est intéressant ce tableau parce que vous les avez repris par groupe de pays, par zone géographique, et vous avez donc tous les pays dans la première colonne. Vous avez le texte de l'accord qui vous est présenté dans la deuxième colonne, et vous avez sur la troisième colonne le document qui va vous servir de preuve d'origine que vous pouvez utiliser dans le cadre de cet accord avec ce pays spécifiquement. Alors, avant d'utiliser l'origine préférentielle, vous devez vous assurer d'un certain nombre de choses. Donc, comme je vous l'ai indiqué, la première chose, c'est de vous assurer déjà qu'un accord de partenariat existe avec le pays avec lequel vous commercez. Clairement, j'ai souvent des entreprises qui souhaitent utiliser l'origine préférentielle avec les États-Unis, avec la Chine. Non, là, ce n'est pas possible. Vous l'avez vu sur la carte, ce sont des pays avec lesquels nous n'avons pas d'accord de libre-échange. Donc, vous ne pourrez en aucun cas utiliser cette origine préférentielle avec ce type de pays. La deuxième chose, c'est le code douanier de votre marchandise que vous devez vérifier parce que de la même manière que pour l'origine non préférentielle présentée par Delphine juste avant, l'origine préférentielle, elle est liée à un accord de partenariat, mais elle est également liée au code douanier, c'est-à-dire que dans tous les accords de libre-échange,
vous avez par nomenclature douanière une règle qui va déterminer qui va vous permettre de déterminer si votre marchandise peut revendiquer ou non l'origine préférentielle. Donc, sans le code douanier, on ne pourra jamais vérifier cette origine préférentielle. Donc, cette deuxième notion est primordiale. S'assurer de connaître, de maîtriser ce code douanier. Vous pouvez même, le cas échéant, si vous avez un doute, solliciter la Direction générale des douanes via un RTC, un renseignement tarifaire contraignant. La Direction générale des douanes peut vous établir ce code douanier pour vous assurer que vous utilisez bien le bon code et que du coup, vous allez appliquer la bonne règle de transformation pour vous assurer de l'origine de votre marchandise. Troisième étape, il faut aller vérifier si le produit que vous exportez ou que vous importez, ça fonctionne dans les deux sens, est bien soumis à des droits de douane dans le pays de destination. Parce que s'il n'y a pas de droit de douane à titre général, quel que soit le pays qui importe la marchandise, donc quelle que soit l'origine de cette marchandise, il n'y a pas d'intérêt pour vous à faire ce travail de recherche de l'origine préférentielle, puisque de toute façon, la marchandise entrerait en droit zéro. Donc, une fois que vous êtes sûr qu'il y a un accord, que vous connaissez le code et que vous êtes assuré à l'aide de ce code douanier qu'il y a une taxation, à ce moment-là, on va s'intéresser aux règles d'origine qui sont prévues dans l'accord de libre-échange. Donc, de la même manière que pour l'origine non préférentielle, vous allez avoir une première étape qui consiste à s'assurer que... Magali, on ne t'entend plus. Magali, ton micro a été coupé. Est-ce que tu m'entends, Magali? Ouais, il faut que tu réactives ton micro. Ouais, c'est bon. Ouais, mais à l'écran, vous avez bien le diapo? Non. Non, hein, vous n'avez plus le diapo, c'est bien ce qui me semble. Le diapo, effectivement, est parti, mais on t'entend bien. Allez, je le remets, hop. Décidément. Alors, donc je vous expliquais, hein, comme pour l'origine non préférentielle où on a des opérations minimales, on a dans les accords de libre-échange listé de manière exhaustive des transformations qui ne sont pas considérées comme suffisantes. Elles sont listées de manière exhaustive. Vous allez avoir tout ce qui concerne le conditionnement, le fait de transférer d'un conditionnement à l'autre des produits ou le fait, par exemple, comme Delphine vous a évoqué de la même manière, de réaliser de l'assemblage, ça ne sera jamais considéré comme une opération suffisante qui pourra donner à votre produit une origine préférentielle. Donc, si vous avez vérifié que votre produit va au-delà de ces transformations dites insuffisantes, il va, dans un dernier temps, falloir vous assurer que la transformation que vous réalisez est bien suffisamment importante pour donner au produit fini une origine préférentielle Union européenne, si on parle d'une exportation. Donc, comme tout à l'heure Delphine vous l'a montré pour l'origine préférentielle, on a pour chaque code douanier, pour chaque SH4, une règle qui va être dans chaque accord de libre-échange appliquée et qui va nous permettre de déterminer si l'opération réalisée par vous sur le territoire communautaire, par exemple, hein, si on parle d'exportation, va permettre à votre produit d'obtenir une origine préférentielle Union européenne. Juste un petit point, le site Access to Market, c'est particulièrement important, intéressant d'aller le consulter. Vous voyez là sur l'écran, on a une possibilité d'entrer le code douanier du produit, le pays d'origine, le pays de destination. Il va vous permettre de vérifier que votre produit à destination est bien taxé. Donc vous allez pouvoir, en rentrant votre code douanier, le pays d'origine, donc a priori France, le pays de destination Suisse, par exemple, si vous envoyez en Suisse, eh bien, vous allez pouvoir vérifier qu'à l'arrivée en Suisse, le produit que vous vendez est bien en droit commun taxé. Si effectivement il est taxé, l'intérêt de l'origine préférentielle là existera clairement. Et vous pourrez vérifier si l'utilisation d'une origine préférentielle Union européenne vous permet d'obtenir une réduction ou une exonération des droits. Alors, concrètement, donc, quand vous utilisez l'origine préférentielle, vous allez avoir
une déclaration d'exportation à formaliser quand votre marchandise quitte l'Union européenne. Cette déclaration, elle va être accompagnée d'une preuve d'origine. Et quand la marchandise arrive dans le pays de destination, une déclaration d'importation est souscrite par votre client. À l'appui de cette déclaration d'importation, il va présenter votre preuve d'origine aux autorités douanières du pays de destination. Et la présentation de cette preuve d'origine permettra au client d'obtenir des droits réduits ou des droits nuls dans le pays d'importation. Un exemple. S'agissant du vin, par exemple, le vin qui est classé au 2204, chapitre 22, ce produit, à l'arrivée dans l'Union européenne, est en droit commun taxé à 32 € par hectolitre. L'intérêt de l'origine préférentielle, que ce soit à l'importation ou à l'exportation, vous allez voir, est effectivement très intéressant. Si vous importez du vin qui vient du Chili ou du Maroc, qui sont deux pays partenaires de l'Union européenne, et que votre fournisseur a établi une preuve d'origine, dans ce cas-là, au lieu d'être taxé à 32 € par hectolitre, eh bien, le produit pourra entrer dans l'Union européenne avec des droits nuls, droit zéro. Donc, très clairement, intérêt de l'origine préférentielle dans ce cas-là. À l'exportation, de la même manière, si vous envoyez votre produit, votre vin d'origine communautaire au Japon ou au Royaume-Uni, par exemple, et que vous revendiquez cette origine préférentielle, eh bien, le vin qui normalement est taxé à 15% au Japon et à 12 livres par hectolitre au Royaume-Uni pourra rentrer dans ces pays-là en droit zéro. Donc, tout l'intérêt d'utiliser les régimes, les règles des accords préférentiels signés par l'Union européenne. Cette origine, vous allez pouvoir la déterminer via une preuve qui sera différente en fonction des accords. Alors, pour faire simple, parce qu'effectivement, on a trois types de possibilités. On a le UR1, on a l'attestation ou la déclaration d'origine et la connaissance de l'importateur. Mais pour vous simplifier les choses, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait des règles qui étaient applicables avant 2016. Et puis, avec l'arrivée du Code des douanes de l'Union depuis 2016, elles ont un peu été modifiées. On va dire que tous les accords qui ont été signés avant 2016, la preuve d'origine, elle se faisait soit via, et elle se fait toujours, pour tous ces accords signés avant 2016, elle se fait avec soit donc un EUR1, qui est un document CERFA. Ce document CERFA, au moment de l'exportation, il est présenté à l'appui de la déclaration et il est visé par les douanes. Ça, c'est la première possibilité qui s'offre à vous. Deuxième possibilité, c'est la déclaration d'origine sur facture. Donc, vous portez une mention sur la facture. Cette mention d'origine sur facture, elle peut être faite de manière complètement libre, sans autorisation douanière, dès lors que votre envoi représente un montant inférieur à 6 000 €. Si par contre, votre envoi représente un montant supérieur à 6 000 €, vous devrez solliciter une autorisation d'exportateur agréé auprès des douanes. Ça, c'est ce qui existe pour tous les accords signés par l'Union européenne avant 2016. En 2016, avec l'entrée en vigueur du Code des douanes de l'Union européenne, on n'a pas simplifié les choses parce qu'on est venu ajouter un nouveau statut qui s'appelle le statut REX. Et on a nommé cette petite mention sur la facture attestation d'origine au lieu de déclaration d'origine sur la facture. Mais en réalité, ce sont exactement les mêmes règles qui s'appliquent, c'est-à-dire possibilité d'apposer sur la facture une mention d'origine sans autorisation douanière en dessous de 6 000 €. Et au-dessus de 6 000 €, vous devrez utiliser le statut d'exportateur enregistré. Donc, clairement, vous avez deux statuts qui coexistent. Il n'est pas prévu qu'ils soient fusionnés. Donc, dites-vous que pour tous les accords, hormis donc ceux qui sont signés depuis 2016, c'est-à-dire le Canada, le Japon, le Vietnam, les pays territoires d'outre-mer et le Royaume-Uni, pour faire simple, vous devrez utiliser la déclaration d'origine sur facture. Tout ce qui est après 2016, attestation d'origine sur facture, et l'EUR1, il n'est pas possible pour tous les accords qui ont été signés depuis 2016. Donc, suppression de l'EUR1 et donc deux statuts.
La connaissance de l'importateur, je vous en parle rapidement, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous conseille. La connaissance de l'importateur, c'est la possibilité de solliciter à l'importation l'origine préférentielle sans présenter de déclaration d'origine sur la facture, sans avoir d'autorisation d'exportateur enregistrée, parce que pour le coup, elle n'est valable que pour le Japon et le Royaume-Uni, donc 2 accords qui ont été signés après 2016, hein, qui sont régis par le statut d'exportateur enregistré normalement. Dans ce cas-là, l'importateur, parce qu'il a toutes les preuves qui permettent de justifier que l'origine préférentielle est acquise, il va pouvoir lui-même attester de l'origine préférentielle sans avoir recours à une attestation de son fournisseur, sans que vous ayez, vous, exportateur, à lui justifier de l'origine préférentielle sur un document particulier. Je vous donne un exemple. Si ce vin, vous l'exportez à destination du Japon, votre client japonais va pouvoir lui-même, sans que vous fassiez quelque attestation d'origine, attester de l'origine, mais vous devrez préalablement, pour qu'il puisse le faire, lui donner tous les éléments qui vont lui permettre de maîtriser cette notion d'origine et d'être certain que cette origine préférentielle est acquise. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on vous conseille? Parce qu'à chaque fois que vous allez lui vendre un produit à cet importateur, vous allez devoir lui donner des éléments qui lui permettent de savoir que cette origine préférentielle est acquise. Et parfois, pour certains produits où les recettes sont confidentielles, vous n'allez pas pouvoir et vous n'allez pas souhaiter lui donner ces informations. Donc, si vous utilisez le statut d'exportateur enregistré, vous n'aurez rien à lui donner d'autre que cette facture qui portera une mention d'origine. Donc, voilà, la connaissance de l'importateur, ça existe, on vous en parle aujourd'hui, mais ce n'est pas quelque chose qu'on vous conseille d'utiliser, surtout si les recettes ou les processus de fabrication que vous utilisez, vous ne souhaitez pas les communiquer à votre client. Donc, je récapitule. La déclaration d'origine sur facture, c'est pour le statut d'exportateur agréé. Elle est utilisée en dessous de 6 000 € sans autorisation, au-dessus de 6 000 € avec une autorisation d'exportateur agréé. Cette autorisation d'exportateur agréé, elle se demande via un formulaire papier qui est déposé auprès du bureau de douane dont vous dépendez, le pôle gestion des procédures. Donc, pour ce qui nous concerne, c'est le bureau de douane de Dijon ou le bureau de douane de Besançon qui reçoivent ces demandes papier. Ils vous délivrent une autorisation que vous concernez, mais que vous pouvez ensuite amender si vous souhaitez ajouter des pays ou si vous souhaitez ajouter de nouvelles nomenclatures douanières. Dans le cadre du statut d'exportateur enregistré, donc tous les nouveaux accords signés depuis 2016, vous allez émettre une attestation d'origine. C'est exactement la même chose. Et donc, cette attestation d'origine, de la même manière, vous la ferez librement en dessous de 6 000 € et vous la ferez avec une autorisation d'exportateur enregistrée au-dessus de ce seuil, sachant que la demande d'exportateur enregistré, cette fois, elle ne se fait pas en papier, elle se fait en ligne sur le site de la douane, douane.gouv.fr, et vous avez une rubrique REX qui vous permet de formaliser votre demande en ligne. Elle est envoyée ensuite au bureau de douane toujours dont vous dépendez, donc Besançon ou Dijon. Et une fois que vous détenez ces deux, l'une ou l'autre de ces autorisations d'exportateur agréé ou d'exportateur enregistré, elles n'ont pas de durée de vie. Vous pouvez les utiliser pour toutes les nomenclatures qui sont reprises sur cette autorisation, pour tous les pays repris sur ces autorisations. Et puis, si vous souhaitez, dans tous les cas, ajouter des pays ou des nomenclatures, vous pouvez le faire par avenant, donc en ligne quand on est sur le statut REX. Vous avez toujours accès à votre autorisation dans Soprano REX et vous allez pouvoir la modifier vous-même et envoyer cet avenant vous-même via Soprano REX au bureau de douane dont vous dépendez. Le texte de la mention d'origine. Alors, qu'on soit dans le cadre du statut d'exportateur agréé ou du statut d'exportateur enregistré, la mention standard qui est apportée sur vos factures, sur vos documents commerciaux, c'est celle qui est reprise sur le diaporama que vous voyez. L'exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle. Donc ça, c'est la mention basique que vous portez pour tous les envois inférieurs à 6 000 €.
Quand vous dépassez 6 000 €, vous voyez entre parenthèses autorisation douanière numéro, donc vous allez rajouter le numéro de votre autorisation d'exportateur agréé ou votre numéro d'exportateur enregistré, hein, sachant que le texte que je vous présente là, il peut être un petit peu modifié en fonction des accords de libre-échange. Certains accords prévoient une mention qui est un petit peu différente. Le Japon, par exemple, vous demande de préciser si le produit est entièrement obtenu ou s'il fait l'objet d'une transformation suffisante. Mais bon, ça, dans tous les cas, si vous avez un doute, vous nous contactez et puis on vous dira si la mention que vous souhaitez utiliser correspond à ce qui est prévu ou si c'est une mention plus spécifique qui doit être utilisée. De la même manière que pour l'origine non préférentielle, on va aller regarder quelle est la transformation qui est réalisée sur le produit pour savoir si on peut lui appliquer une origine préférentielle. Donc cette origine préférentielle, elle est prévue de manière très précise dans chacun des accords de libre-échange. Et vous allez pouvoir voir si votre produit pourra être considéré comme entièrement obtenu ou pas dans l'Union européenne. Alors, cette liste, elle n'est pas partie de rien, hein, elle est très... voilà, vous allez retrouver ce qu'on a cité tout à l'heure hein, pour l'origine non préférentielle. Grosso modo, vous allez y retrouver des produits issus du sol, issus du sous-sol, des plantes, des animaux, des choses de ce type. Dans les produits entièrement obtenus. Mais vous allez aussi avoir tous les produits que vous aurez transformés sur le territoire à partir de matières qui sont clairement obtenues sur notre territoire. Delphine vous a parlé d'un jus de pomme tout à l'heure. Si vos pommes sont allemandes, que votre jus de pomme il est fait chez nous, mais que vous avez la certitude que vos pommes sont allemandes, on aura un produit qui sera entièrement obtenu dans l'Union. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir savoir si votre produit il peut bénéficier de cette origine préférentielle? Parfois, vous allez utiliser des matières premières qui viennent ou pas de l'Union européenne. Ça, alors attention aussi, hein, parce que j'ai très souvent cet écueil, c'est-à-dire que je suis sollicitée par des entreprises qui me disent « mais c'est certain, mon produit, il a l'origine préférentielle parce que j'ai acheté mes matières premières en Allemagne ou en Espagne ». Alors, attention, ça n'est pas parce que vos matières premières viennent d'Allemagne ou d'Espagne que pour autant, elles ont une origine allemande ou espagnole. Hein. Delphine vous a présenté en début de diaporama la distinction entre la notion de provenance et la notion d'origine. Quand on achète quelque chose, il convient de demander à son fournisseur de vous assurer que le produit qui vous est vendu est bien communautaire. Si vous utilisez des matières premières qui sont communautaires, aucun problème, et que vous transformez dans l'Union, vous aurez effectivement cette notion de entière obtention du produit. Si par contre vous utilisez des matières premières qui viennent de pays tiers à l'Union européenne, vous allez devoir vérifier dans l'accord de libre-échange que votre produit, que l'ouvraison qui est réalisée en France est bien suffisante pour donner une origine préférentielle au produit fini. Alors, ça, comment ça se passe? Alors, vous avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai montré qu'il y avait une liste des accords qui était disponible sur le site de la douane. Eh bien, cette liste des accords, elle vous permet d'aller consulter chacun des accords. Et dans chacun des accords, vous allez avoir un tableau qui va vous reprendre toutes les nomenclatures douanières, alors en chapitre et en SH4. Et pour chacun des codes, vous allez avoir une règle de fabrication, une règle de transformation qui va permettre de vérifier que votre produit, il est bien suffisamment transformé pour pouvoir revendiquer une origine préférentielle Union européenne. Alors, vous avez ici un exemple de l'accord Union européenne-Chili. Et donc, dans l'accord Union européenne-Chili, vous voyez par exemple que pour les produits qui relèvent du chapitre 22, en l'occurrence pour le vin, eh bien, il est prévu d'une part qu'il y ait une fabrication, mais il est prévu également que votre produit
que les matières, en tout cas, que vous utilisez, soient entièrement obtenues. Alors, je ne vais pas trop détailler le premier tiret. En fait, vous ne pouvez pas, c'est une règle, ça par contre, que vous allez voir de manière assez systématique, vous ne pouvez pas importer un produit qui relève de la même nomenclature que le produit fini, sinon vous n'aurez jamais la transformation acquise. Donc ça, c'est la première règle. En fait, à partir de matières de toute position, à l'exclusion de matières de la même position que le produit, clairement, si vous importez un produit qui relève du chapitre 22 et que vous vendez ensuite un produit qui relève du chapitre 22 également, dans ce cas-là, vous ne pourrez jamais revendiquer une origine préférentielle. Vous avez une seconde règle qui vous dit que le raisin et toutes les matières dérivées du raisin doivent être entièrement obtenues. Donc, clairement, pour les producteurs, pour les fabricants de vin, il est exigé que le raisin soit récolté sur le territoire de l'Union européenne et que le vin soit élaboré sur ce même territoire. Donc, si l'entreprise répond à ces critères de fabrication, alors et seulement dans ce cas-là, il pourra revendiquer une origine préférentielle pour vendre son vin au Chili. Et de la même manière, en réciprocité, un vin chilien qui aura été produit à partir de raisins chiliens et qui aura été réalisé, transformé sur ce territoire, pourra, à l'importation dans l'Union européenne, revendiquer une origine préférentielle Chili et entrer dans l'Union européenne en droit zéro. Donc, clairement, lorsque lorsque vous souhaitez revendiquer une origine préférentielle, que vous utilisiez un EUR1, que vous utilisiez une attestation ou une déclaration d'origine sur facture, vous êtes normalement censé aller regarder dans chacun des accords que vous allez utiliser, quelle est la règle de transformation qui est exigée, et vous assurer que vous respectez bien cette règle de transformation suffisante pour pouvoir revendiquer une origine préférentielle et faire bénéficier votre client par conséquence de droits réduits ou de droits zéro lorsque le produit sera importé dans le pays de destination. Alors, d'autres exemples, dans l'accord par exemple avec le Canada, entre l'Union européenne et le Canada, pour les voitures de tourisme, vous voyez que la règle donc qui est reprise est la production dans laquelle des matières premières non originaires qui sont utilisées ne dépassent pas 50% de la valeur transactionnelle ou du prix des parts usines du produit. Donc concrètement, vous avez le droit, lorsque vous vendez à un client une voiture de tourisme, d'incorporer des matières premières qui ne sont pas originaires de l'Union européenne, mais elles ne devront pas dépasser 50% de la valeur transactionnelle ou des prix des parts usines. Alors, le prix des parts usines, c'est vraiment le prix de production en sortie d'usine, sans votre marge commerciale, évidemment. Donc, vous prenez votre prix des parts usines, vous décomposez de manière précise toutes les matières qui entrent en composition dans ce prix, et vous vérifiez que ces matières premières, lorsqu'elles sont non communautaires, ne dépassent pas 50% de ce prix. Si et seulement si vous respectez cette règle, vous pouvez vendre à votre client en attestant, en déclarant une origine préférentielle Union européenne sur vos documents commerciaux ou via un EUR1 quand on est dans le cadre d'accords signés avant 2016 avec nos partenaires dans le cadre d'accords de libre-échange. Alors, vous voyez, ces règles d'origine, elles peuvent être différentes parce qu'on a parfois des règles d'origine qui sont fondées sur une entière obtention. Parfois, elles vont être fondées sur un maximum de matières premières tierces. Parfois, elles vont être fondées, comme on l'a vu avec Delphine tout à l'heure, sur du changement de position tarifaire. Donc, il n'y a pas une règle unique qui vous permet de dire, alors assez souvent, voilà, j'ai cette question qui revient, je fabrique en France, donc forcément mon produit, il a l'origine préférentielle Union européenne. Eh bien non, ce n'est pas parce que vous fabriquez en France que votre produit va avoir l'origine Union européenne ou l'origine France. Il faut bien aller vérifier que vous répondez aux règles qui sont prévues dans chacun des accords. Alors, ces règles, elles sont souvent assez similaires d'un accord à l'autre. Parfois, c'est les pourcentages qui vont changer. Vous avez 50% dans l'accord Union européenne-Canada, vous pouvez avoir un pourcentage un petit peu inférieur ou un petit peu supérieur sur un autre pays tiers.
Et donc, un dernier exemple qu'on vous a mis, s'agissant de l'accord entre l'Union européenne et le Japon pour des avions et des parties d'avions. Hein. Donc, là, on est dans le chapitre 88. Donc, il est prévu un changement de position. Donc là, on est au niveau du code à 4 chiffres. Une valeur prix départ usine de 50% maximum en matière de produits non communautaires, non Union européenne, matières premières utilisées, ou une valeur ajoutée, alors vous avez le détail, hein, mais teneur en valeur régionale, hein, avec une valeur franco à bord de maximum 55%. Donc 55% de valeur ajoutée régionale. Vous voyez, les règles peuvent être très différentes. Hein. Donc sur la première, on a un changement de position tarifaire. Donc on doit évidemment avoir un produit qui ne relève pas au départ, si vous l'importez, du 88,01 pour faire un produit final du 88,01, évidemment. La deuxième règle qui apparaît, donc, c'est 50% maximum de produits non communautaires dans le prix départ usine du produit, ou une valeur ajoutée de 55% communautaire dans le prix franco à bord. Ce n'est pas une notion toujours très facile à aborder. Alors, quand vous êtes sur des problématiques un petit peu complexes comme celle-ci, n'hésitez pas à nous contacter. On regardera ensemble ces règles d'origine. Et dans tous les cas, si vous avez un doute, de la même manière qu'il existe pour l'origine non préférentielle un RCO, c'est-à-dire un renseignement contraignant sur l'origine, eh bien, il existe ce même RCO pour l'origine préférentielle. Donc, vous pouvez demander à la Direction générale des douanes de vérifier pour vous. Alors, évidemment, vous devez lui communiquer tous les éléments hein, qui concernent la production de votre produit fini, les matières premières qui composent ce produit fini, leur valeur, leur origine, et puis tout votre processus de fabrication pour qu'elle puisse déterminer si vous répondez ou non à cette règle d'origine prévue donc dans l'accord avec le pays avec lequel vous souhaitez négocier, commercer, pardon. Alors, quand vous ne fabriquez pas le produit, je vous ai un petit peu dévoilé le sujet quand je vous ai dit tout à l'heure que la provenance ne permettait pas de s'assurer de l'origine du produit. Hein. Quand vous achetez à un Allemand, quand vous achetez à un Belge, vous n'êtes pas certain que le produit qui vous est vendu est bien d'origine communautaire. Donc, dans ce cas-là, pour dégager votre responsabilité, vous allez demander à votre fournisseur de vous produire, alors c'est peut-être déjà arrivé, on vous l'a peut-être déjà demandé, hein, vous en tant que fournisseur d'un client qui exporte, ce qu'on appelle une déclaration du fournisseur. Donc, cette déclaration du fournisseur que vous établissez sur un papier à en-tête de l'entreprise va reprendre un texte spécifique qui permet d'indiquer au client que le produit que vous lui vendez est bien d'origine préférentielle Union européenne ou pas, hein, parce qu'il peut vous faire une déclaration également qui va vous indiquer que le produit qui vous est vendu ne peut pas revendiquer l'origine préférentielle. Donc, le fait d'avoir ce document, ça dégage votre responsabilité. Vous attestez de l'origine parce que vous savez que votre fournisseur s'est engagé sur l'origine du produit qui vous a été vendu. Ces déclarations d'origine, ces déclarations du fournisseur, pardon, elles peuvent être ponctuelles ou à long terme. Ponctuelle, il va vous en faire une à chaque envoi. À long terme, elle est valable pendant 2 ans pour tous les envois qui sont réalisés sur le produit qui est repris dans le document qui vous est transmis par le fournisseur. La déclaration à long terme, elle est utilisée lorsque vous avez des relations régulières avec un fournisseur. Évidemment, il ne va pas vous faire une déclaration à chaque fois qu'il vous envoie une marchandise. Mais c'est important d'avoir cette déclaration du fournisseur, y compris même lorsque vous fabriquez le produit, hein, parce que lorsque vous fabriquez le produit et que vous avez des matières premières qui viennent, ces matières premières qui sont incorporées dans un produit fini, et que vous devez vous assurer que vous n'avez pas plus de tant de pourcents de matières premières tierces dans votre produit fini, et bien même si ça vient de Belgique ou du Luxembourg, assurez-vous que le produit qui est utilisé pour fabriquer votre produit fini, il est bien communautaire. Hop. Alors, on vous a repris à la fin de ce diaporama les bases réglementaires.
donc toute la documentation que vous allez pouvoir trouver hein, sur l'origine préférentielle et sur l'origine non préférentielle. Ce sont des notions, aujourd'hui, on vous les a abordées de manière assez simple, assez synthétique, mais qui sont très, très complexes et qui vont impacter de manière importante vos échanges avec les clients ou avec les fournisseurs. Parce que l'origine non préférentielle qui va vous permettre de vous assurer de la réglementation applicable sur le produit des mesures de politique commerciale, du Made in France, ou l'origine préférentielle qui va vous permettre de faire bénéficier votre client ou vous-même de bénéficier à l'importation de droit zéro, c'est des notions qu'il faut maîtriser parce que dans tous les cas, vous êtes responsable des notions qui sont reprises sur ces déclarations. Et a fortiori, si vous faites entrer en droit zéro des produits qui ne devraient pas entrer en droit zéro ou qui revendiquent une origine qui vous permet de vous exonérer de droits anti-dumping ou de droits de douane importants, voilà, vous risquez ensuite d'être embêté si jamais vous avez un contrôle. Donc ces notions-là, vous pouvez vous assurer de respecter la réglementation en sollicitant que ce soit votre cellule conseil ou la direction générale. Voilà, vous pouvez vous assurer d'utiliser les bons codes douaniers, de vérifier que la transformation qui est réalisée vous permet d'utiliser ces notions d'origine correctement. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à venir vers nous hein, si c'est des choses qui vous posent question. Je vais m'arrêter là. Je pense qu'on va avoir des questions, donc on va rebondir sur le sujet, j'imagine, avec les questions qui sont posées via le chat. Vous avez nos coordonnées. De toute façon, le diaporama, vous l'aurez. Hein, Julien Bellet vous le fera passer. Donc, bien sûr. Voilà, pour toutes les entreprises hein, qui relèvent de l'ancienne Franche-Comté, département 25, 39, 70, 90, c'est Madame Racle, hein, Delphine Racle, qui est votre cellule conseil, et puis les départements 21, 58, 71 et 89. C'est donc moi, Magali Benet, qui vous accompagne sur ces notions-là. Merci Magali, merci Delphine. Alors oui, voilà, petit rappel, vous aurez évidemment les présentations ainsi que la possibilité de revoir le webinaire en replay. Nous avons enregistré l'intégralité des échanges, donc vous recevrez le lien dès que l'enregistrement sera prêt. Alors, quelques questions. La plupart des questions qui ont été posées ont eu des réponses tout au long du déroulé et des interventions de Magali et de Delphine. On va refaire un point quand même sur quelques-unes d'entre elles pour que chacun reparte avec les réponses à ces questions. Premièrement, si un fournisseur indique une origine préférentielle sur ses documents d'exportation, dans quelle mesure est-ce que ça couvre en cas de contrôle? Alors, si votre fournisseur indique une origine préférentielle sur ses documents hein, ou qu'il vous envoie une marchandise avec un EUR1, évidemment, ça va rentrer normalement en droit zéro. Hein, ça vous permet, vous, de revendiquer l'origine préférentielle. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourrez jamais avoir un contrôle sur cette origine. Et dans ce cas-là, c'est les douanes françaises hein, ou communautaires qui prendront attache avec le pays d'émission de cette déclaration d'origine, de cette EUR1, pour s'assurer que l'origine est bien justifiée. Si jamais cette origine n'était pas justifiée, c'est-à-dire que votre fournisseur a communiqué une information qui n'était pas exacte, dans ce cas-là, vous, importateur, vous verriez redresser du montant des droits qui sont liés à l'origine exacte du produit. Voilà. Et quant à la vérification de l'origine, alors là la question elle est un petit peu, on va peut-être voir avec la personne qui l'a posée, où vérifier la règle d'origine pour un HS code? Alors, la règle d'origine, hein, qu'on soit dans le cadre d'une règle d'origine préférentielle ou non préférentielle, on va vérifier donc, dans un cas, donc, dans le Code des douanes de l'Union, on prend sa nomenclature et on regarde quelle est la règle d'origine. Pour l'origine préférentielle, on va dans l'accord de libre-échange, on cherche la nomenclature de son produit et on aura à côté de cette nomenclature la règle de transformation qui va permettre d'appliquer l'origine au produit. Merci Magali. Alors, là, on a une question aussi sur la règle de la valeur ajoutée qui avait été évoquée par Delphine en début d'intervention. Y a-t-il un pourcentage
on y a répondu pendant ton intervention, mais je te laisse. Alors après, il y a un pourcentage de valeur ajoutée, mais qui sera pas un pourcentage qui va s'appliquer, pour tout type de produit. Ce pourcentage, il va varier, selon le SH4 concerné, selon le type de marchandise. Ce qu'on entend souvent dire, ce que j'ai souvent entendu concernant le Made in France, l'origine non préférentielle France, c'est qu'il y avait une rumeur sur un pourcentage de 50% de Oui, c'est valeur souvent ça, ajoutée oui, en oui, France. c'est vrai, c'est vrai. C'est Souvent souvent ce ce qui qu'on revient. entend. Ouais. C'est faux. Donc c'est pas un pourcentage qui s'applique uniformément pour tout type de produit, hein. Il faut vraiment, comme en origine préférentielle, aller pour le SH4 concerné dans le code des douanes de l'Union ou dans les, avis, publiés sur le site Europa, rechercher la règle applicable pour le SH4 de notre produit. Donc le pourcentage, ça peut être 30% de valeur ajoutée, 40% de valeur ajoutée, enfin voilà, c'est très variable En fonction du SH4, très bien. en Et fonction du puis, SH4. sur justement le changement de code, est-ce qu'il faut passer d'un chapitre totalement différent à un autre pour que le changement d'origine se fasse, ou est-ce que à la fin des chiffres du code douanier, si seulement la fin des chiffres est amenée à changer, est-ce qu'on change intégralement ou pas? Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors, ça dépend de la règle. Dans l'exemple que je vous donnais, c'était le sucre qui était classé au chapitre 17 et on utilisait des betteraves classées au chapitre 12. Et donc là, la règle pour le sucre du chapitre 17, c'était un changement de chapitre. C'est ça, oui, Donc d'accord. là, il fallait qu'on ait notre produit fini, il est au chapitre 17, donc on pouvait utiliser n'importe quelle matière pourvu qu'elle ne soit pas classée au chapitre 17. Donc en l'occurrence, on utilisait des betteraves du chapitre 12, on avait bien un chapitre différent, c'était bon. Par contre, les changements de chapitre, c'est relativement rare. Le plus souvent, on a un changement de position tarifaire, donc c'est-à-dire changement de position, c'est au niveau des 4 premiers chiffres du code douanier, le SH4. La position tarifaire, c'est les 4 premiers chiffres du code douanier. Donc, on peut avoir n'importe quel chiffre qui change, hein. On a du 4202, c'est le sac à main. On peut utiliser Et du qui peut permettre de modifier 4201. le changement d'origine, en fait, c'est ça? C'est ça, on peut Pas avoir. forcément les deux, oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Hein, le sac à main, c'est 4202. On peut utiliser un composant au 4201 ou du 4203. Hein. L'essentiel, c'est qu'on ait un chiffre qui change, n'importe quel chiffre. Donc ça, c'est la position. Et on peut avoir également des changements au niveau de la sous-position. Donc là, on est au niveau des 6 premiers chiffres du code. Voilà. Très Le plus bien. souvent, c'est position. Parfait. Sur les aides à déterminer si l'opération est considérée ou pas comme minimale. J'imagine qu'on peut passer par le PAE. Bien sûr. Très bien. Et Sur la... en cas de doute, Oui, hein, la solution ultime, c'est soit RC. l'information sur le Made in France, soit le RCO, hein, selon le C'est cas ça. dans lequel on se trouve. Enseignement contraignant sur Sinon, sur l'origine, l'origine, ou qui est la information sur le Made in France. force obligatoire du RCO, qui vaut Alors, preuve oui, et certification qu'on est bien sur le... D'accord. juste une précision, un RCO, un renseignement contraignant sur l'origine, il est délivré sur la base d'une nomenclature que vous avez, vous, déterminée préalablement. Donc, la Direction générale des douanes, si vous lui dites que vous faites un sac à main et que vous souhaitez avoir un RCO sur votre sac à main, ils vont regarder les règles applicables au sac à main pour vous délivrer ce RCO. Si vous avez choisi une mauvaise nomenclature douanière et que, en réalité, votre produit il ne relève pas Ouais. du code qui a été déterminé, en fait, attention, parce que il est possible que ce ne soient pas les mêmes règles qui s'appliquent. Donc, dans ce cadre-là, pour être certain, est-ce que ce n'est pas le combo RTC-RCO Tout à qui est à fait. privilégier pour être Certain certain qu'on de ne fait pas votre d'erreur? origine, D'accord. voilà, D'accord. tout à fait. Pour être certain de votre origine, étant donné que l'origine, elle est toujours liée, dans tous les cas, origine préférentielle ou non préférentielle, au code douanier de la marchandise, il est toujours préférable, dans un premier temps, de sécuriser son code douanier, donc de solliciter la Direction générale des douanes pour obtenir ce qu'on appelle un renseignement tarifaire contraignant. Hein. Donc la Direction générale des douanes détermine pour vous le code douanier de votre marchandise. Et une fois que vous maîtrisez, que vous avez cette information sur le code douanier, eh bien, vous pouvez solliciter le fameux renseignement contraignant sur l'origine pour obtenir cette fois-ci une sécurité sur l'origine du produit que vous vendez. C'est Ou parfait. que C'est pour vous ça que je importez. parlais du mix, en fait, RTC-RCO, parce que ça répond à des questions qui se posaient après celles auxquelles on a répondu.
renseignement tarifaire contraignant suivi d'un renseignement contraignant sur l'origine. Et là, l'entreprise est certaine de ne pas faire d'erreur et d'être dans le bon code et avec la bonne origine. Parfait. Et c'est gratuit. Ah oui. Et qui plus C'est est, c'est gratuit. gratuit. Ça prend du temps. Hein, il y a un délai de Oui, traitement qui est alors, assez c'est long. quel délai à titre Alors, indicatif? pas toujours, hein, parce que c'est vrai que sur les renseignements tarifaires contraignants, parfois c'est un petit peu long. Par contre, sur, par Alors, un exemple, certain l'information temps, sur un le petit Made peu in long, France, mais moi, j'en ai fait c'est-à-dire il n'y a pour les pas longtemps. entreprises qui sont là, c'est plutôt, c'est en semaine? Non, ça va vite, hein. L'information sur le Made in France, j'ai des entreprises qui sont même là d'ailleurs à la réunion aujourd'hui. Ça a été fait dans la semaine, hein. D'accord, bon, parfait. Alors bon, ça dépend peut-être du moment où vous tombez, hein. Peut-être qu'effectivement, s'il n'y a pas trop de demandes, quand vous formalisez votre demande, ça peut aller très vite. Après, c'est les RTC qui sont un petit peu plus longs peut-être. Mais le délai maximal annoncé, oui. aussi bien pour le renseignement tarifaire contraignant que pour le renseignement contraignant sur l'origine ou l'IMF, on est sur 120 jours maxi. 4 mois. 4 mois, c'est un plafond. Voilà, c'est le maximum du maximum. Il n'est jamais atteint. Rarement. Quelquefois. Alors, pour qu'on soit sûr de rester encore un peu dans ta ligne, on a encore quelques questions, Delphine Magali, sur la facture douane. Que faut-il mentionner? Origine non préférentielle accompagnée du pays ou le Made in plus le pays? Ou dans quel cadre est-ce qu'il faut mentionner quoi sur cette facture douanière? Alors, ça dépend de ce que vous souhaitez revendiquer, en fait. L'origine préférentielle, elle sera toujours mentionnée avec la petite phrase hein, qu'on vous a présentée, hein, la petite phrase type. L'origine, le made in, en fait, il ne sera pas forcément repris en tel quel sur la facture. Hein. Ça va vous permettre d'apposer le bleu, blanc, rouge sur le produit, sur vos documents commerciaux, voilà, de faire valoir Made in France. Oui, il y a un impact commercial qui peut être voilà, évidemment très pertinent sur la fiche de Made in, mais on est... Tout à fait. Alors, sachez, oui, qu'effectivement, ce Made in, l'information qu'on vous délivre, c'est une information, hein, ce n'est pas une autorisation, c'est une information. Mais par contre, elle vous permet, si vous apposez le bleu, blanc, rouge sur vos produits, d'être tranquille. C'est-à-dire que si vous avez un contrôle, c'est la CCRF hein, qui contrôle sur le territoire national que les mentions Made in sont bien valables. Eh ben, si vous avez cette information sur le Made in France, vous êtes tranquille, hein, parce qu'effectivement, en cas de contrôle, vous présentez ce document et vous n'aurez pas de soucis avec la CCRF. Merci Magali. Alors, une question pratique. Nous avons commercialisé des produits d'origine préférentielle tunisienne à un client en Tunisie et pourtant, le client a payé 30% de droits de douane. Est-ce normal? Alors, est-ce qu'il y avait une preuve d'origine préférentielle qui était fournie? S'il y avait une preuve d'origine préférentielle qui était fournie au destinataire, il ne devrait pas y avoir de droit de douane à destination. S'il y a eu droit de douane, c'est qu'il n'y a pas eu de preuve. Ou que c'était une preuve inapplicable. Peut-être non revendiquée au moment de l'importation aussi. Ouais. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Donc, c'est moi qui ai posé la question. Je suis Haïfa Belgadi de la société PMS Industrie. Très bien, mais allez-y. Donc, en fait, nous, on a une filiale qui est située à Bizerte, donc en Tunisie, Lift & Lash, qui fabrique une partie de nos produits. Et ce qui se passe, c'est que comme on a des difficultés donc, à revendre les produits que fabrique Lift & Lash sur le territoire tunisien, donc on les a renvoyés en France pour ensuite les réexpédier en Tunisie, donc avec l'origine préférentielle tunisienne, puisque ça a été fabriqué en Tunisie, chez nous, etc. Et donc, le client m'a dit qu'il avait dû s'acquitter de 30% de droits de douane. Je précise que c'était la mention, on l'avait mise sur la facture puisqu'on est exportateur agréé et que l'envoi était inférieur à 6 000 €. Donc, je pense que tout était fait pour que... voilà, je n'ai pas compris pourquoi. En fait, vous avez revendiqué une origine, vous avez certifié une origine préférentielle tunisienne, c'est ça? À l'envoi vers la Tunisie. Oui, donc ça, c'est pas possible dans la plupart des accords. En fait, les accords n'accordent de préférence tarifaire, c'est-à-dire de droit de douane à 0, qu'aux produits qui viennent de l'autre partie.
C'est-à-dire les Tunisiens n'accordent de préférence tarifaire qu'aux produits qui viennent d'Union européenne et pas aux produits tunisiens qui reviennent en Tunisie. Hein, le fait qu'un produit tunisien soit préalablement exporté de Tunisie fait qu'il perd le bénéfice de sa préférence tarifaire. C'est un principe juridique de la plupart des accords de libre-échange. Il y a une exception notable avec la Suisse. Dans les échanges Union européenne-Suisse et Union européenne-Canada également. Mais sinon, à partir du moment où le produit tunisien quitte la Tunisie, même en étant fabriqué en Tunisie, on est d'accord, son origine de fabrication, ça reste tunisien. Mais à partir du moment où il a été exporté en Europe et puis qu'il retourne ensuite en Tunisie, qu'il n'y a pas eu de transformation sur ce produit en Europe, eh bien, il ne peut pas prétendre au bénéfice de la préférence tarifaire. Même si c'est une origine Tunisie. Voilà, parce que la Tunisie n'accorde de préférence qu'aux produits qui viennent d'Union européenne et pas aux produits tunisiens qui reviennent en Tunisie. Ok, merci. C'est lié à l'accord et c'est lié à l'accord. C'est tuniso-tunisien, on est d'accord. Hein, voilà, c'est pas transposable à un autre pays ou à un autre accord. Mais c'est vrai que ça sonne C'est quand transposable à tous les accords, Julien. À tous les accords. Ça existe dans la plupart des accords de libre-échange, le fait d'accorder de préférence. Ouais, le fait d'accorder de préférence qu'à ce qui vient de l'autre partie, ce qui vient de chez le partenaire, et pas ce qui est originaire de son propre pays. Ok, merci beaucoup. De rien. Autre question, autre cas pratique, et on va bientôt conclure. Une opération d'achat-revente, le fournisseur indique une origine allemande et exportation de la marchandise au Maroc, sans transformation, indication de l'origine préférentielle Union européenne ou non préférentielle allemande. Alors, vers le Maroc, ça va être intéressant de certifier l'origine préférentielle Union européenne pour avoir des droits de douane à 0% au Maroc. Après, à se poser la question, le fournisseur allemand certifie une origine allemande, par quel moyen? Là, il faut que le fournisseur allemand donne une déclaration du fournisseur et qu'il certifie pas l'origine allemande, du coup, mais l'origine Union européenne. Et dans l'hypothèse où on est certain que c'est bien une origine allemande, là, on est dans le cadre d'une origine préférentielle UE. Ouais, mais il faut le matérialiser. Hein. Dans le cadre des accords de libre-échange, les preuves qui sont fournies, elles sont formalisées. Il faut vraiment respecter ces formes-là. Donc, c'est listé, c'est positif. Et en fonction des preuves qui sont acceptées, là, dans ce cadre-là, si on a bien la preuve de l'origine allemande, on est sur une origine préférentielle Union européenne. Il faudra une déclaration du fournisseur allemand. Et il ne faut pas qu'il mette origine Allemagne. Il faut qu'il mette origine Union européenne. Dans le cadre des échanges Union européenne-Maroc. Ouais, voilà, la question, le doute, c'était sur le fait de partir sur une origine non préférentielle allemande ou une origine préférentielle Union. Mais là, il sera sur une origine préférentielle Union européenne avec la déclaration du fournisseur. Ouais, parce qu'une origine non préférentielle allemande, ça ne va pas servir à grand-chose. Enfin... On est d'accord, c'est pas ça qui va réduire les droits. Non. On est d'accord, très bien. Alors, autre question sur le numéro REX. Existe-t-il aussi en Suisse ou est-ce européen uniquement? Alors non, c'est pas uniquement européen, c'est en fonction de quels sont les pays qui... Alors, le statut REX, hein, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un statut qui existe depuis 2016 hein, pour tous les accords qui ont été signés récemment. Donc, en fait, vous allez y trouver le Canada, le Japon, les pays territoires d'outre-mer, les pays de la zone comment c'est CAFOA, je ne sais plus comment c'est, Delphine. AFOA. ESOA. Le Vietnam et puis donc le Royaume-Uni depuis le début de l'année. Hein, donc la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui, aussi. Donc seuls ces pays entrent dans le cadre du statut REX. Mais de toute façon, quand vous allez sur le site de la douane, hein, douane.gouv.fr, et que vous utilisez le lien qu'on vous a mis pour aller consulter la liste des accords, pour chaque pays, vous trouvez dans la dernière colonne la preuve d'origine qu'on doit utiliser. Donc, si c'est REX, vous verrez, ce sera mentionné exportateur enregistré. Hein, donc, si c'est exportateur enregistré qui est en bout de colonne, vous devez avoir REX. Si c'est exportateur agréé, bah, vous devez avoir le statut d'exportateur agréé. Hein, c'est vraiment du pays vers lequel vous exportez. Alors, justement, dans ce cadre-là, en cas d'exportateur agréé ou enregistré, est-ce qu'il est possible de mettre le numéro par défaut, même dans le cas des factures inférieures à 6 000 €? Oui, tout à fait. Il n'y a pas de sanction? Non, il n'y a pas de sanction.
Qui Voilà, peut on est plus d'accord. si vous l'indiquez, vous pouvez le paramétrer sur votre système de facturation et le faire apparaître de manière systématique. Voilà, on ne vous prendra jamais à défaut parce que vous l'avez mis. Si ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas bien grave. Et puis une question sur les tolérances, en fait, dans le cadre une question qui est moyennement, dans le cadre des matières premières qui sont de même code douanier que le produit fini, est-ce qu'il y a une tolérance alors de pourcentage en valeur? Si la personne qui a posé la question éventuellement peut peut-être détailler un petit peu, si elle est encore parmi nous. Oui, je suis là. Bonjour, Isabelle Scheidegger, Société Cornu. Bonjour, madame, je vous en prie. Bonjour. Donc, effectivement, c'était une question un peu pointue dans le sens, il me semble qu'il y a une tolérance de 10%, oui. Mais c'est transversal, quel que soit le pays destinataire, quel que soit… si dans la règle, il y a X%, pas de matière première de même code tarifaire que le produit fini, il y a quand même une tolérance de 10% en valeur, c'est juste, hein? Alors, il y a effectivement une tolérance d'incorporation de matières non originaires sans faire perdre l'origine du produit fini. Cette tolérance, peut être soit de 10%, soit de 15%. Il faut vraiment regarder du coup dans l'accord. Dans les articles, c'est au début des accords, hein, dans l'article 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, c'est dans ces eaux-là. Il y a vraiment un article qui parle de cette tolérance d'incorporation. Et voilà, ça peut être soit 10, soit 15%. Donc, il faut vraiment regarder l'accord concerné. Merci. De rien. Ça répond à la question, bon, parfait. Est-il nécessaire d'avoir une déclaration quand le produit n'est pas d'origine européenne? La société-là ne la demande que pour les produits qui ont été indiqués comme communautaires. Est-ce qu'il faut une déclaration? Pardon. Non, c'est l'intérêt de solliciter ces fournisseurs communautaires, c'est justement pour avoir le maximum de matières originaires de l'Union européenne et pour pas avoir à s'interroger sur toutes les matières qu'on utilise pour fabriquer notre produit fini. Donc du coup, finalement, il y a que les matières qui viennent de pays tiers qui doivent remplir la règle de transformation suffisante prévue par l'accord. Donc plus on a de matières qui viennent de l'UE, moins on a de questions à se poser finalement. Donc quand ça vient de pays tiers, on sait que ceux-là, on va regarder s'ils respectent la règle de transformation suffisante. Après, ça vient de pays tiers, donc peu importe de quel pays tiers ça vient, pas la peine de solliciter vos fournisseurs dans ce cas-là. D'ailleurs, juste Julien, une petite précision, parce que très souvent, je pense que Delphine a la même problématique. Les entreprises nous contactent en nous disant mon client me demande un statut REX, me demande un statut 2A, parce que sinon, je ne peux pas exporter. Alors, non, ça, ce n'est pas vrai. L'origine préférentielle, elle n'implique en aucun cas ces statuts-là, c'est-à-dire que vous pouvez dans tous les cas exporter avec ou sans cette origine préférentielle, c'est-à-dire que si vous n'avez pas sur vos documents d'origine mentionnée préférentielle, vous pourrez quand même importer votre produit dans le pays de destination. Simplement, le client à destination ne pourra pas bénéficier de droits nuls ou de droits réduits. C'est juste ça la différence. Quand il vous dit il me faut absolument REX pour pouvoir faire rentrer votre produit au Royaume-Uni, c'est juste vous pouvez lui vendre sans REX. C'est quand même, ça a une importance non négligeable malgré tout. Ouais, d'accord. Oui, mais ça n'empêche pas l'exportation. Ça n'empêche jamais, ça n'empêche jamais l'importation, de ne pas avoir l'origine préférentielle. Mais évidemment, si votre client n'a pas cette certitude de l'origine préférentielle, il ne pourra pas revendiquer des droits zéro ou des droits réduits à l'arrivée, évidemment. Et de la même, excuse-moi Julien, de la même manière, on a souvent des sociétés aussi qui nous disent il faut absolument que je fournisse un EUR1, c'est mon client qui le demande, je dois fournir cet EUR1. Attention, le EUR1 c'est une preuve d'origine, elle vous engage juridiquement, donc ne fournissez pas un EUR1 parce qu'on vous demande un document. Interrogez-vous sur l'origine préférentielle de votre marchandise et si votre marchandise remplit bien la règle d'origine, à ce moment-là, fournissez le EUR1. Car si vous fournissez un EUR1, c'est très simple, vous achetez le formulaire auprès de votre CCI, vous le remplissez, vous le faites viser par le bureau de douane, il n'y a rien de plus simple. Par contre, derrière, vous
vous fournissez une preuve d'origine qui vous engage. Donc, en cas de contrôle dans le pays de destination, on peut derrière, nous, aller contrôler si vous avez émis cette preuve d'origine, cette EUR1, de façon justifiée. Et si en contrôlant, on se rend compte que c'est une marchandise qui vient de Chine et que vous avez juste reconditionné cette marchandise, bien à ce moment-là, on invalidera votre EUR1. Votre client à destination, il paiera des droits de douane, il aura une amende et vous aussi, vous aurez une amende parce que vous aurez mis une fausse preuve d'origine. Donc, faites très très attention quand on vous réclame une preuve d'origine. Vérifiez bien avant d'émettre cette preuve d'origine que vous remplissez les conditions. Très bien. Peut-être les deux dernières questions avant de clôturer la réunion. Alors, s'il y avait d'autres effectivement questions qui se posaient, qui n'avaient pas été intégrées au chat, n'hésitez pas soit à passer par mon intermédiaire, soit directement via Magali et Delphine. Bien sûr, vous trouverez les réponses à toutes les questions que vous posez. Là, sur les déclarations d'origine à long terme, là, c'est une question peut-être plus de forme. Elle est effectuée, elle est réalisée à l'entête du fournisseur ou de l'acheteur-revendeur? Alors, la déclaration à long terme, elle est faite par le fournisseur. Bien sûr. Hein, c'est le fournisseur qui vous envoie une déclaration à long terme. Donc, il le fait à son en-tête. Mais vous, après, effectivement, quand vous allez utiliser cette origine sur les documents à l'exportation, c'est vous qui allez revendiquer sur vos documents commerciaux une origine préférentielle. Donc, la déclaration du fournisseur, elle est à l'en-tête du fournisseur, évidemment, dans tous les cas. Donc, si vous êtes fournisseur de quelqu'un, votre client peut vous demander de lui faire une déclaration du fournisseur. Très bien, merci. Vous, quand vous exportez, vous demandez à vos fournisseurs de vous en faire une. Il y a quelques autres questions qui sont plus des cas d'espèce particuliers qui sont peut-être à poser plutôt en direct pour que vous puissiez y répondre et coller vraiment à la demande précise de l'entreprise. Je pense qu'on peut peut-être clôturer la réunion. Merci beaucoup Magali, merci Delphine de vos présentations, des interventions, des réponses aux questions que vous avez faites. Merci aux entreprises d'avoir été si nombreuses. N'hésitez surtout pas à repasser soit pour vos besoins juridiques réglementaires par mon intermédiaire à la Chambre de commerce de Bourgogne-Franche-Comté, et puis pour vos problématiques et thématiques purement douanières par les PAE de Bourgogne et de Franche-Comté en les personnes de Magali Benet et de Delphine Rack. Merci à tous. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Magali, Julien, on reste en ligne quelques instants? Oui, oui, oui. Non, pas du tout. Par contre, tu peux peut-être arrêter l'enregistrement?